Chaque décennie voit naître des courses et autant de champions mémorables, chacun pouvant prétendre rentrer au panthéon de la course motocycliste. Et les années 80 ne font certainement pas exception à la règle. Cette décennie débutera avec un Kenny Roberts, pilote 3 fois champion du monde, et finira avec le même Kenny Roberts, patron de sa propre écurie. Mais par-dessus tout, on verra apparaître une nouvelle génération de pilotes, baptisés les rois de la glisse. Des pilotes dont la valeur atteignit rapidement le $1 million. Nous allons regarder les 10 meilleures courses de ces 10 années magiques. Les meilleurs pilotes d'alors ayant choisi eux-mêmes leur course préférée. Eddie Lawson, Christian Sarron, Kevin Schwantz, Ron Aslam, Randy Mamola, Wayne Rainey en 500 et en 250, Cito Pons et Tony Mang. Nous commencerons avec le seul pilote ayant réussi à vaincre l'hégémonie américaine en 500, Wayne Gardner. Wayne Gardner, vous avez remporté le titre mondial en 1987. Vous avez réalisé d'extraordinaires courses. Mais si je vous demandais d'en citer une parmi toutes, laquelle choisiriez-vous? C'est une question assez difficile, mais il me revient en tête, même si je ne l'ai pas terminée. J'ai cassé dans les 2 derniers virages du circuit lors du dernier tour. C'était au Paul Ricard, le Grand Prix de France en 1988. Ce serait l'une de mes préférées, l'une de celles où j'ai le mieux piloté. J'étais parti en tête, puis j'avais pris une certaine avance. Je pensais que je tenais la victoire, mais j'ai cassé dans les derniers tours. Mais la course entière fait une lutte entre Eddie et moi-même, et Christian et Kevin Schwantz. Ce fait une superbe course, et aujourd'hui un merveilleux souvenir. C'était pendant une étouffante journée d'été, avec plus de 60 000 personnes qui avaient pris d'assaut les gradins du circuit Paul Ricard, dans le sud de la France. Comme d'habitude, Randy Mamola amusait la galerie. Sarron était en pole position sur Yamaha, mais le Britannique Niall Mackenzie sur Honda réalise le all shot depuis la 2e ligne, avec derrière lui Kevin Schwantz sur sa Suzuki. Mackenzie, Schwantz, Gardner et Rainey sur sa Yamaha Lucky Strike. Voilà les pilotes dans les 2 km de la longue ligne droite du Mistral pour la première fois. Et c'est Gardner en tête, suivi de Schwantz, Mackenzie, Sarron, Rainey et Kevin Magee. Le leader du championnat, Eddie Lawson, n'est que 8e, mais ne tient pas à le rester. Déjà se forme en tête un groupe de 8 personnes attaquant dans la chaleur de ce tracé de près de 6 km. Schwantz et Sarron, côte à côte, à un combat Suzuki contre Yamaha, mais Sarron part devant. De retour dans la ligne droite du Mistral, et personne ne veut rester devant afin de ne pas donner un quelconque avantage à un adversaire potentiel. Gardner mène. La Honda Rothman est aussi rapide que la Yamaha et la Suzuki. Lawson et sa Yamaha Marlboro se trouvent en 7e place. Le commandement change sans arrêt. Sarron mène désormais la course, mais avec Gardner et Schwantz dans sa roue arrière. Nous avons un groupe de 4 pilotes en tête. Christian Sarron, premier devant Gardner, et Schwantz et Rainey qui ferment la marche. La victoire semble à portée de Guidon Gardner. Il n'a que 20 points de retard sur Lawson au classement du championnat du monde, mais son rival est désormais 5e en course et a dans sa ligne de mire les 4 hommes en tête. Gardner cherche à faire le trou, mais n'arrive pas à se débarrasser du trio, se trouvant sur ses talons. Lawson s'est enfin débarrassé de Magee et se rapproche rapidement. Les choses semblent établies concernant la lutte pour la victoire lorsque Lawson réussit à rejoindre le quatuor de tête. Nous avons Gardner, Sarron, Schwantz et Rainey. Le thermomètre a dépassé les 40 degrés et par cette chaleur, les pneumatiques jouent un rôle essentiel. Sarron, Gardner et Schwantz sont tous équipés de Michelin, alors que Rainey, qui roule en Dunlop, commence à perdre du terrain face à ses concurrents. Il va devoir céder sa place à un Lawson enragé, malgré la douleur provoquée par une épaule démise la semaine précédente. Lawson, champion du monde en 86, a dû céder sa couronne l'année suivante à Gardner, mais il est déterminé à récupérer son bien. Tout va se décider dans la ligne droite du Mistral lors d'une de ces fameuses bagarres à l'aspiration devenues pourtant bien rares. Lawson commence à humer le parfum de la victoire en s'emparant de la 2e place. 3 marques différentes, Honda, Yamaha et Suzuki, sont dans la lutte dans la course de l'année. Le pilote en tête change constamment. On a dans l'ordre Sarron, Gardner, Lawson et Schwantz, mais tout peut changer en un rien de temps. L'ancien champion 250, Sarron, peut espérer remporter ici sa 2e victoire en 500. C'est désormais Gardner qui est en tête dans le Mistral, mais Lawson utilise toute sa science du pilotage pour le passer et s'emparer du commandement pour la première fois. Mais l'Australien ne l'entend pas de cette oreille et se précipite à l'intérieur sur sa Honda Rothman. La tension est extrême entre les 4 pilotes et n'importe lequel d'entre eux peut encore prétendre à la victoire.
Mais c'est Gardner qui réussit à prendre un léger avantage, pendant que Lawson et Sarron en wheeling se bagarrent dans la même seconde à l'entame du dernier tour. Gardner survole littéralement le circuit. Et la course gagnée, alors qu'il ne lui reste que 2 virages à franchir, mais soudain, c'est le désastre. La Honda Rothman rend l'âme, et tout le monde peut alors apercevoir un Gardner qui quitte la course furieux, frappant de rage son réservoir. Lawson s'envole vers une victoire inespérée devant Sarron et Schwanz, tandis que Gardner, au ralenti, passe la ligne en 4e position, une place loin de récompenser une si belle course. Tony Mang, 5 fois champion du monde dans les années 80, quelle a été votre course préférée? Je pense en 87. La course à Jarama, entre Garriga et moi-même. Pour moi, c'était important. Je pouvais remporter le titre 2 courses avant la fin de la saison. C'était avec les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Il faisait très chaud en Espagne et pour moi, ce fut la meilleure course de ma vie. Le héros local, Juan Garriga, un pilote qui a encore tout à prouver, se place dans l'étouffante chaleur de ce Grand Prix d'Espagne. Il a réussi une super performance en remportant la pole position, ce qui fait de lui l'un des favoris en course. Mais les vieux briscards de la piste ont eux aussi des prétentions à la victoire. Tony Mang participe là à son 5e championnat du monde. Son principal rival est un compatriote, Reinhold Roth. C'est d'ailleurs Roth qui prend la tête avec sa Honda dès le départ devant Dominique Sarron, lui aussi sur Honda. À la fin du premier tour, Mang a déjà rattrapé tout ce petit monde et se retrouve en seconde position derrière Roth avec Sarron en 3e place et Garriga, tout juste âgé de 24 ans, en 5e position. Mais voilà Mang qui surgit, faisant hurler sa Honda Rothman, passant devant Roth et cherchant à faire le break désespérément. Pendant ce temps, Garriga a réussi à se propulser à la 4e place, doublant ses adversaires un par un. Au passage sur la ligne, il se glisse devant la Honda de Sarron pour faire enfin partie du trio de tête. L'attention du public augmente à chaque instant et Garriga déchaîne la foule lorsqu'il passe Roth et rejoint le leader sur sa Honda Rothman. L'Espagnol pilote tel un possédé et le public célèbre déjà bruyamment son succès. Mais rien n'est jamais gagné d'avance, même si l'Espagnol passe irrémédiablement Mang dans ce gauche. Mang s'est scotché une bouteille d'eau dans le dos afin de pouvoir boire en course et sonne la chasse. Et alors que Garriga surveille par-dessus son épaule, Mang passe de l'autre côté et reprend l'avantage, utilisant toute l'expérience de ses 16 années en Grand Prix. Garriga essaie de repasser à l'extérieur. Derrière, on trouve Roth, Sarron et Cito Pons. Le public hurle de joie lorsque Garriga passe devant une nouvelle fois. Leur nouveau héros est déterminé à ne pas décevoir ses fans. Mais Mang repart instantanément à la poursuite de la Yamaha. Mang pilote avec cette formidable détermination qui lui a déjà valu 4 titres de champion du monde. À 37 ans, Mang est en tête dans la ligne droite, mais il doit faire attention car Garriga n'est pas loin. Et la Yamaha, en pleine aspiration, repasse le champion dans la ligne droite des stands. Encore une fois, Garriga déchaîne le public alors qu'il réussit à rester devant le quadruple champion du monde. Roth, Pons et Sarron oubliés se battent quand même pour la 3e place. Un coup d'œil nerveux par-dessus l'épaule, Garriga ne peut certainement pas se relâcher maintenant, Mang est toujours dans sa roue arrière. Une fois de plus au freinage après les stands, une roue arrière espère désespérément retrouver un jour le contact du bitume. Une fois encore, l'Allemand est devant, mais pas pour longtemps. Il ouvre la porte et aussitôt l'Espagnol se faufile. Mang réagit. Il est devant une nouvelle fois, complètement couché sur sa Honda afin de grappiller le dernier kilomètre-heure. Cette fois, Mang reste devant. Les visages sont anxieux dans les stands. Ils savent qu'il est en route pour le titre et dans un dernier effort, Mang, en grand champion, réussit à se créer une légère avance sur son jeune rival. Ce n'est peut-être qu'un léger avantage, mais il est crucial. Mang veut encore et toujours gagner. Et bien que le seul homme qui puisse le priver du titre soit Roth, il s'échappe irrésistiblement. Dans la partie sinueuse, Mang est définitivement fantastique. Garriga jette ses dernières forces dans la bataille, mais trop tard. Tony Mang passe sous le drapeau à damier avec 8 dixièmes d'avance.
Garriga récolte une superbe seconde place. Mang empoche avec cette victoire son 5e titre mondial, le plus beau, mais aussi le dernier. Kenny Roberts, vous dirigez actuellement votre propre écurie qui a déjà remporté un titre mondial en 1990. Mais revenons dans les années 80 alors que vous étiez pilote. Quelle est la course qui vous a le plus marqué ? Eh bien, j'ai arrêté la compétition en 83, 80, 80 et 82 furent des années qui nous ont permis de développer les motos actuelles. Il y a eu des hauts et des bas. Mais pour le souvenir, je dirais probablement Silverstone en 1983. Ce fut une victoire très révélatrice. Je me baladais littéralement lorsque je me rappelle que 2 pilotes se sont crashés au 5e tour. La course a alors été stoppée. J'avais carrément déposé Spencer. Eddie était hors course, mais Rainey et Mamola pouvaient encore passer Spencer, qui du coup se serait retrouvé 4e. Et Rainey m'a dit « Hé, ralentis !» Parce que quand tu avances comme ça, on n'arrive plus à rattraper Spencer. J'ai donc fait ça. Au second départ, je décide de larguer tout le monde, et Rainey a passé Spencer, tout comme Eddie. Mais le tour d'après, Freddie se plaçait second. Et au bout du compte, ça m'a coûté le titre. Mais je me souviens de cette course décisive. Tout était parfait. Nous avions de bons pneus. Les motos étaient parfaites. C'est vraiment une course dont je me souviens. Jetons un œil à cette grille. 41 partants au Grand Prix d'Angleterre en 1983, avec encore le départ à la poussette. Le meilleur dans cet exercice était Ron Aslam. Et il pointe en tête dans le premier virage. Aslam est sur la Honda d'usine numéro 9, avec derrière lui Spencer et son numéro 3 et Mamola le 6. Un tour complet du rapide circuit de Silverstone et l'on retrouve dans l'ordre Spencer, Mamola, Roberts et Aslam. Et le style inimitable du numéro 27, c'est Eddie Lawson. Spencer mène devant Mamola et Roberts tout proche. Maintenant, tout change rapidement et c'est Mamola qui mène devant Roberts second. Déjà 2 fois titré, Roberts prend la tête. Il doit gagner ici pour revenir au championnat. Dans la ligne droite des stands, c'est encore Roberts en tête, mais Spencer essaye de passer à l'intérieur au freinage. Mais c'est complètement raté et cela permet en plus à Mamola de se rapprocher avec sa Suzuki. Les choses reprennent leur place avec un Spencer désormais second. On passe la redoutable courbe de Woodcote et Roberts est toujours en tête. Spencer revient à l'intérieur, mais juste à ce moment, la course est arrêtée. Un nouveau départ peut être redonné et l'on additionnera alors les résultats des 2 courses. C'est un super départ cette fois-ci pour Spencer avec Mamola juste derrière et Roberts qui s'empare de la 3e place à Copse. Cette fois, Aslam est 5e, juste devant Lawson. En peu de temps, c'est une bataille de 4 pilotes qui s'engagent sur le circuit le plus rapide du monde. Roberts, Spencer, Mamola et Lawson. Et voilà Roberts qui s'échappe sur sa Yamaha V4, bien plus puissante que la Honda 3 cylindres. Le King Kenny est en pleine grâce, mais il a besoin que Mamola et Lawson finissent devant Spencer s'il veut rester dans la course au titre. Et Mamola et Lawson répondent à l'appel en passant le pilote Honda Spencer en tête du championnat du monde. Mamola, Lawson et Spencer. Mais c'était sans compter avec le talent et la détermination de Spencer qui reprend sa seconde place. Pour la perdre aussitôt au tour suivant. La victoire semble acquise, mais tout peut encore se jouer pour le gain de la seconde place. Lawson finit 2e pour la première fois devant la Suzuki 4 cylindres de Mamola. La bataille pour la seconde place va continuer jusqu'au drapeau final, mais il y aura un décompte à faire pour décider du placement général, car il y a eu 2 courses. Pas de problème pour le vainqueur, Roberts gagne avec 4 secondes d'avance et sacrifie au rituel du wheeling sur la ligne d'arrivée pour fêter sa victoire. Spencer grappille quelques secondes sur Mamola, Lawson, avec Takazuki Katayama, le numéro 8, qui finit 4e devant le français Marc Fontan.
Et comme d'habitude à l'époque en Angleterre, les clameurs du public sont pour Barry Sheene, qui finit chez lui à la 9e place. Christian Saron, vous vous êtes retiré en 1990. Retournons aux années 80. Quelle fut pour vous votre meilleure course ? Je pense que ma meilleure course fut pendant la saison 85. C'était seulement mon 2e Grand Prix en 500. Et j'ai gagné en Allemagne, sur le mouillé. J'ai fait un mauvais départ. Et j'ai dû alors me bagarrer pour remonter. Je savais que Freddy menait. Et je l'ai dépassé dans un virage, à l'extérieur, juste avant le stadium, vous savez, juste avant la ligne d'arrivée. Quand je l'ai dépassé, ce fut génial pour moi et pour toute mon équipe. Et ce fut jusqu'ici votre seule victoire en Grand Prix 500, n'est-ce pas ? C'est exactement pourquoi c'est un si bon souvenir, car ce fut la seule. La gomme des pneus est bien mouillée sur la grille de départ du circuit d'Hockenheim où va se dérouler le Grand Prix d'Allemagne de la saison 1985. Le départ à la poussette est encore obligatoire et Saron pousse encore alors que tout le monde est déjà parti. Comme cela arrive souvent, Aslam mène sur sa Honda Rothmans devant Spencer et Mamola. Saron est noyé dans les 2 derniers tiers du paquet. La chute de l'Américain Mike Baldwin n'aide pas la progression du pilote français. Christian Saron est alors 18e. Spencer a pris l'avantage sur Aslam, Didier de Radigues, Mamola et Rob McElhenney sur sa Suzuki. Mais Saron, le spécialiste de la pluie, pointe déjà en 10e position derrière Gardner. Aslam, l'autre pilote connu pour ses prouesses sur circuit détrempé, est à 1 seconde derrière l'homme de tête Spencer. Le champion en titre Lawson attaque pour s'emparer de la 3e place devant Mamola et de Radigues. Saron est toujours dans la course. Il est devant McElhenney en 6e position. Spencer est devant et semble parfaitement sûr de lui. Mais les choses s'animent dans la brume derrière lui. Saron est maintenant 4e derrière Lawson après une fantastique remontée de 14 places. On aurait pu penser que la Honda 3 cylindres aurait été plus facile à piloter sous la pluie. Mais Mamola souffre d'un manque de puissance pendant que Spencer tire d'énormes avantages de son 4 cylindres. Saron commence déjà à penser à la victoire lorsqu'il fait l'intérieur à Lawson pour s'emparer de la 3e place. Le suivant sur la liste, Ron Aslam. Ce Grand Prix est seulement la 3e course de Saron depuis qu'il court en 500 après son titre en 250. Et manifestement, il pilote sa moto comme un poisson dans l'eau. Aslam semble ignorer le danger alors qu'il arrive derrière un attardé, mais Saron revient sur lui de plus en plus près à chaque fois. Il est maintenant tout proche. Spencer se croit certainement hors d'atteinte. Il doit déjà penser à autre chose. Saron est passé second. Maintenant, il n'y a plus que Freddy Spencer entre lui et sa première victoire en Grand Prix 500. Alors qu'elle se dirige vers le stadium du magnifique autodrome, les 2 motos sont côte à côte et Saron se prépare à bondir sur sa dernière victime. Écoutez le public pendant que Saron fait l'extérieur à l'Américain qui n'en croit pas ses yeux. Il ne peut même pas s'accrocher. À partir de maintenant, c'est un Christian Saron qui survole littéralement la piste détrempée sans que Spencer ne puisse même envisager de le suivre. Ce jour-là, Saron était tout simplement imbattable, ratant complètement son départ pour ensuite mener et se diriger vers sa première victoire en Grand Prix 500. Le public l'acclame, plein d'admiration pour le brillant pilote, propulsant ainsi Christian Saron sur la liste des pilotes victorieux en Grand Prix 500. Au drapeau à damier, il avait plus de 11 secondes d'avance sur Spencer. Randy, quelle serait à votre avis votre meilleure course des années 80 ? Eh bien, je dirais en 1987 à Misano, lorsque j'ai battu Gardner et Eddie. Eddie et moi-même étions sur les mêmes motos. Nous avions de bons pneus, ce fut une course très difficile. Mais la fin de ce Grand Prix reste définitivement gravée dans ma mémoire. Vous avez vécu plein de choses dans les années 80, mais parlez-nous maintenant de vos souvenirs sur circuit en nous citant les 2 plus mémorables que vous ayez eus sur la piste. Je crois que chacun d'eux a eu lieu en 1986 lorsque je pilotais la Honda Rothman. En fait, nous étions équipés d'une caméra sur l'une des motos. C'était à Spa en Belgique. Lorsque j'étais derrière Roche, je l'ai touché avec ma roue avant et je suis tombé en direct à la télévision.
Tout le monde m'a vu et ce fut l'un des moments les plus embarrassants de ma carrière. L'autre souvenir serait toujours avec la Honda 3 cylindres à Misano, un circuit que j'apprécie particulièrement. J'étais en pleine séance d'essai lorsque j'ai été éjecté de la moto. Et je suis parti pour une séance qui avait plus à voir avec le rodéo qu'avec la moto. Ça m'a rendu célèbre et cela reste un de mes meilleurs souvenirs. Et des souvenirs hors circuit? Plein. De nouveau, cette extraordinaire sortie de piste, cette fois au ralenti. Juste pour voir comment il s'en sort. Pour s'en sortir, il s'en est bien sorti. Et un an plus tard, sur ce même circuit de Misano, il s'aligne sur une Yamaha Lucky Strike en tant que pilote de l'écurie Roberts. Dès le départ, les Yamaha s'emparent du commandement avec le champion au titre Lawson devant Rob McElhenney et Tadahiko Taira. Wayne Gardner sur la Honda Rothman numéro 2 doit faire un bon résultat s'il veut conquérir son premier titre mondial. Mamola oppose ses pneus anglais Dunlop au Michelin de ses adversaires, s'insérant derrière les 3 motos Marlboro, mais devant Gardner. Lawson essaie de prendre le large sur cet étouffant circuit du bord de l'Adriatique, mais Mamola sur sa Yamaha numéro 3 est déjà 3e. McElhenney fait le forcing sur Mamola pendant que Gardner essaie de remonter en 5e place. Mais Mamola est déchaîné, s'empare de la seconde place et prend en chasse le leader. Il attaque comme si l'on était au dernier tour. L'Américain a déjà fait le trou sur le 3e, mais la course est encore loin d'être terminée. 10e tour de course et Mamola voit enfin ses efforts récompensés lorsqu'il fait l'intérieur à Lawson et passe en tête. Lawson le repasse aussitôt, mais Mamola réagit. C'est une bataille de titans et cela ne fait que commencer. Le champion du monde ne va certainement pas renoncer sans se battre, mais on sent qu'il est désormais en difficulté. Lawson est 3e au championnat du monde 1987 à ce moment-là, avec Mamola en seconde place. Aussi, il y a bien plus en jeu qu'un simple Grand Prix. Taira est 3e sur sa Yamaha Marlboro, mais derrière lui se trouve la Honda Rothman du leader du championnat du monde et futur détenteur du titre, Wayne Gardner. Alors qu'il rentre dans la courbe à gauche, Lawson est toujours devant Mamola, qui essaye de faire l'intérieur. Mais encore une fois, Lawson revient sur un Mamola enragé. C'est toujours Lawson qui essaye de faire le trou. Mais à chaque fois qu'il pense s'être échappé, Mamola revient sur lui. Randy retente la même manœuvre et cette fois, il passe à l'intérieur. Il passe son rival pour s'emparer de la première place. Mamola a l'avantage sur Lawson et cette fois, Mamola veut garder cet avantage. Gardner a passé le japonais Taira et se retrouve 3e, mais remonter sur le duo en tête semble impossible. Devant, c'est un mano à mano auquel se livrent Mamola et Lawson. Mamola est toujours en tête. Mais Lawson se bat, essayant tout ce qu'il peut pour reprendre le commandement. Quelle magnifique publicité pour Yamaha et pour les Grands Prix moto. Finalement, Mamola prend l'avantage et s'échappe. Avec une confortable avance, il arrive derrière un attardé, l'Anglais Simon Buckmaster. Lawson essaie toujours de remonter, mais c'est fini. Mamola part dans un long wheeling en levant un doigt vers le ciel comme pour dire « cette course, c'était la mienne ». Le public l'adore et vous pouvez voir pourquoi. Randy Mamola, le roi clown de la course moto.
Indubitablement, avec nous l'un des plus grands pilotes des années 80, double champion du monde, l'Espagnol Sito Pons, qui a remporté le titre en 1988 et en 1989. Si nous vous demandions de citer votre Grand Prix favori dans les années 80, que répondriez-vous ? Eh bien, je pense que la course la plus palpitante pour moi serait celle où pour la première fois, je suis devenu champion du monde en 88. J'ai gagné, ce fut une course difficile, car il y a eu 2 départs et je pouvais être titré. Tony Mang avait été sacré en 1987. C'était une course vraiment intense, vraiment passionnante avec lui. On courait à Spa, l'un de mes circuits favoris, où j'ai réussi à battre le champion sortant, celui de 1987. Comme c'est souvent le cas, les nuages plombent le ciel au-dessus du circuit de Spa-Francorchamps lorsque la lumière passe au vert et que la course des 250 de la saison 88 est lancée. Mais ce n'est certainement pas la météo qui va ralentir le paquet de pilotes qui plongent dans le fameux passage de l'eau rouge. Dominique Sarron mène devant Jacques Cornu et Pons est en 5e position. Alors qu'ils en finissent avec cette longue ligne droite pour la première fois, Juan Garriga est 4e et le champion en titre Mang est 6e. Garriga est au meilleur de sa forme, menant sa Yamaha en tête devant Sarron sur sa Honda Rothmans, avec Pons désormais 3e. Pons remonte en seconde place à l'approche de l'épingle à cheveux de la source. Une bataille exclusivement espagnole s'engage pour le commandement. Toujours Garriga devant Pons. Sarron est 3e et Cornu 4e. La puissante Honda passe la Yamaha pendant la ligne droite et garde cet avantage malgré une riposte de Garriga au freinage. Sarron est toujours 3e devant Cornu avec Mang en 5e position sur la moto numéro 1. Garriga est toujours en tête lorsque la course est arrêtée suite à un accident impliquant Martin Wimmer et Loris Reggiani. Au second départ, la Yamaha d'usine de Garriga fait des siennes et l'Espagnol se retrouve 9e. S'il veut remporter cette course en 2 étapes, Garriga va devoir attaquer comme jamais. Mang a réussi à placer son numéro 1 en tête devant Cornu, Roth, Sarron, Carlos Cardus et Pons. Les 2 Allemands partent rapidement devant, mais Pons ne perd pas de temps à remonter en 3e place. Pons ne rêve que d'une chose, battre le champion du monde dans une course à la régulière. Et son rêve commence à prendre forme dans la ligne droite en passant Roth au freinage pour partir à la poursuite de Mang. Quelques tours plus tard, le rêve est réalisé. Garriga mène alors qu'il entre dans la source. Mais la victoire est encore loin et la piste est sèche maintenant. Mang reprend la tête et c'est un paquet serré de 5 pilotes qui s'entre-déchirent. Masahiro Shimazu est en 3e position, Pons doit rester dans la roue arrière de Mang. Et le voilà qui porte une attaque à l'approche de la chicane. Maintenant, Mang n'est plus à l'abri des autres poursuivants. Shimazu est en seconde position. Mais au bout de quelques tours, il abandonne. La bagarre entre les Allemands est toujours aussi intense avec un jeune Espagnol dans leur pot d'échappement. Ils sont 4 pour la victoire dans le dernier tour avec Mang qui mène devant Pons dans la ligne droite suivi de Cornu et Roth. Mang toujours devant. Pons puise dans ses dernières réserves de courage et passe en tête à la chicane de l'arrêt de bus. Nous avons donc Pons, Mang, Cornu et Roth à un demi-tour de l'arrivée. Pons élargit à l'épingle à cheveux et il file en coup de vent à travers la colline jusqu'au drapeau à damier. Sito Pons l'emporte avec la satisfaction de battre le champion du monde en titre, Anton Mang, qui de surcroît se fait souffler la 3e place sur la ligne par Jacques Cornu. Ron, vous avez couru en Grand Prix pendant plus de 10 ans et sur différents types de motos. Si on repense aux années 80, si une course devait rester gravée dans votre mémoire, laquelle serait-ce ? Ce sera en 85 à Assen, j'ai fini second. Le temps était mitigé, humide et sec. Randy Mamola a gagné, il a cassé en franchissant la ligne d'arrivée. Un vrai coup de malchance pour moi. Durant la course, ça a été une belle bagarre. J'étais derrière avec Eddie Lawson. Il m'a doublé, il a commencé à vouloir creuser l'écart. Mais il était à la limite et il est tombé.
Ce qui m'a permis de finir deuxième facile. Vous n'avez jamais gagné de Grand Prix, n'est-ce pas? Mais il s'en est fallu souvent de peu. De très peu, oui, mais je n'en ai jamais gagné un. J'ai accumulé les troisièmes places et j'ai fini une fois second. Un beau souvenir. Et le meilleur. Et le meilleur. Si Ron se souvient de cette météo mitigée, les conditions de course étaient pour le moins humides, lorsque les pilotes se mirent à pousser leur moto devant le public d'Assen, où Mamola ne tardera pas à partir devant. Derrière lui, on retrouve Aslam, De Radigues, Spencer, Christian Sarron et Eddie Lawson. Mais deux d'entre eux ne termineront pas. Sarron chute et entraîne avec lui Spencer, le champion en titre. Le reste des pilotes réussit miraculeusement à échapper au désastre. Cette course est un véritable supplice. Mais pas pour Mamola, il est payé pour ça. Je veux parler du public, trempé jusqu'aux os. Aslam, bien installé en seconde place, avec des conditions de pilotage dantesques, comme vous pouvez le voir. Mais il faut compter avec le champion en titre Lawson qui ne cesse de remonter. Aslam, sur sa Honda Rothman, est l'un des meilleurs pilotes de Grand Prix sur piste mouillée. Malheureusement pour lui, Lawson et Mamola sont également des artistes sous la pluie. Tout va bien pour Mamola sur sa Honda Rothman 3 cylindres. Mais Aslam voit se rapprocher inexorablement Lawson. L'Américain remonte comme une flèche. Mais Randy est manifestement intouchable ce jour-là. Lawson sait que Spencer est hors course et il veut garder son titre et une seconde place serait la bienvenue. Les efforts de Lawson finissent par payer et la Yamaha Marlboro numéro 1 est maintenant deuxième. Juste derrière, l'attaque est là, mais le rythme imposé par Mamola est trop rapide pour Lawson et il va payer très cher son envie d'attaquer aussi fort que Mamola. Le Californien arrive tout simplement trop vite dans une courbe. Il a beau sortir un pied dehors, il finit sa trajectoire dans les bottes de paille. Ceci laisse à Ron Aslam le champ libre pour une belle seconde place. Son seul espoir pour une première victoire en Grand Prix serait qu'il arrive quelque chose à Mamola. Mais l'homme aux caméras embarquées ne fait cette fois aucune erreur. Mamola s'engage dans la ligne droite des stands et finit cette fois-ci sur sa moto. Il laisse derrière lui un long sillage de gouttelettes de pluie en franchissant la ligne d'arrivée, tandis que Aslam est derrière à 13 secondes. Mais tout aurait pu très mal finir pour Mamola, qui casse en passant sous le drapeau à damier. Un tour supplémentaire, et c'était Aslam qui remportait sa première victoire. Eddie, les années 80 ont été prospères pour vous, avec 4 championnats du monde à votre actif. Mais si on vous demandait de nous parler d'une course des années 80 en particulier, laquelle choisiriez-vous? Eh bien, il y a eu de nombreuses belles courses. Je dirais le circuit de Laguna Seca en 88. Ce fut une belle course pour moi. Nous avons gagné dans ma propre ville. Il y avait ma famille et mes amis. Beaucoup de personnes de ma ville également. Ils étaient venus voir la course. Avec un tel public, vous devez de gagner. Ce fut une chose fantastique. Vous n'êtes pas homme à montrer souvent vos sentiments, mais là, ils ont certainement dû transparaître, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ma famille était là pour regarder la course avec mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes parents et ma sœur. Et oui, j'ai jeté mon casque dans le public et ils ont adoré. C'était sympa, c'était une course sympa. Le circuit de Laguna Seca en Californie avec le retour d'un Grand Prix moto aux États-Unis après une absence de 23 ans. Une course que tous les pilotes américains veulent gagner. Mais c'est un pilote anglais qui est en tête alors que la meute aborde le premier virage. Niall Mackenzie, sur sa Honda, mène devant le champion Wayne Gardner, suivi de Wayne Rainey, Kevin Schwantz et Kevin Magee. Aslam prend le large tandis que Mamola est englué en milieu de peloton. Le rapide écossais mène au premier tour et suivent Gardner, Schwantz, Rainey, Aslam et Lawson sur sa moto numéro 3. La fin du premier tour et Aslam est sous la menace d'Eddie Lawson. Mackenzie, désormais en tête, aborde le célèbre tire-bouchon. En bas de la colline, dans le grand gauche. Et il attaque encore pour garder le commandement. Lawson est remonté à la 5e place. Gardner se bat alors qu'il poursuit la Honda de son rival. Pendant que Lawson et Wayne Rainey sont côte à côte.
Troisième, quatrième et cinquième, Schwantz, René et Lawson se bagarrent sous le soleil californien. Gardner se rapproche. Et la guerre est déclarée derrière lui. Lawson a eu Schwantz. Prochaine priorité, Wayne René. Une victoire de Lawson sur ce circuit lui permettrait d'obtenir son troisième titre. Mais René est déterminé à prouver que le passé ne sera pas une partie de plaisir. Il pilote parfaitement en tenant à distance son rival, pourtant bien plus expérimenté. René sur la Yamaha Lucky Strike de l'écurie Roberts et Lawson sur une Yamaha Marlboro, une équipe dirigée par Agostini. Si c'est fermé devant, ça se bagarre pour la troisième place. René et Gardner sont côte à côte et Mackenzie est également sous pression. Lawson est dans les échappements de René. Et il passe devant pour prendre la troisième place au deuxième tour. Mackenzie s'accroche, il sent la chance d'une première victoire en Grand Prix. Lawson a maintenant l'Australien Gardner en ligne de mire. C'est toujours Mackenzie. Devant Gardner et Lawson. Le Californien est déterminé à gagner dans son pays. Maintenant, Gardner a Lawson juste derrière lui. Eddie l'imperturbable passe à l'intérieur dans le dernier virage, montrant à Wayne sa roue arrière. Cette fois, l'Australien devra patienter. Lawson attaque, passe devant les stands en tête, et le public croit déjà à sa victoire. Et ils ne seront pas déçus. Lawson s'empare de la seconde place. La guerre est maintenant déclarée entre la Honda et la Yamaha. Est-ce que la relative inexpérience de Mackenzie fera le poids contre le savoir de Lawson? En un rien de temps, Lawson est dans la roue arrière de l'Anglais. La lutte est intense. Le Britannique reste devant, mais pour combien de temps? Et voilà le dénouement. Lawson se glisse à l'intérieur, à la grande joie de tous ses fans. Mackenzie s'accroche pour un moment, mais il doit admettre qu'une seconde place ne serait finalement pas si mal. Et Gardner est désormais trop loin. L'Australien pointe alors que les pneus de Mackenzie sont à out. Mais il ne peut espérer au mieux que la troisième place. Le public manifeste son admiration tandis qu'Eddie Lawson remporte ce Grand Prix sur ses terres, le premier de l'ère moderne aux États-Unis. Kevin Schwantz. Kevin Schwantz, nous sommes dans les années 90, mais retournons aux années 80. Vous avez débuté les Grands Prix au début de l'année 88. Rappelez-nous votre course favorite. Bien, je pense qu'il s'agit plus que tout de la première course que j'ai gagnée au Japon en 1988. Ce fut une longue bataille entre Wayne Gardner et moi-même lors de ma première saison de Grand Prix. Cette course restera jamais gravée dans mon esprit. A-t-elle une signification particulière pour vous? Oui, bien sûr, gagner au Japon devant tous les constructeurs, cela restera vraiment gravé dans ma mémoire. Vous êtes une personne vraiment démonstrative lorsque vous accédez à un tel succès. Est-ce naturel chez vous ou bien est-ce un jeu avec le public? Oui, j'aime montrer au public que je suis heureux d'avoir gagné. Je fais un tour d'honneur en leur faisant des signes et si je ne pense pas que le public ressente exactement la même chose que moi, je suis content qu'il soit là. Et vous êtes content de gagner devant tant de public. C'est vraiment spectaculaire lorsque vous êtes debout sur la moto. Oui, vous savez, j'ai de très grandes jambes et j'aime me lever, m'étirer après une course comme celle-ci. Mais c'est probablement juste pour m'amuser. L'équipe Suzuki Pepsi fait son entrée lors de l'étape japonaise du championnat du monde par un froid jour de mars en 88 et quel début! Schwantz pilote la moto blanche et porte son numéro fétiche, le numéro 34. Il est troisième au premier tour derrière ce nouvel arrivant Wayne René et le champion Gardner. Il va rapidement oublier Gardner et se mettre en chasse du rapide René.
Un demi-tour plus tard, l'irrépressible Schwanz fait le show pour mener avec un style bien à lui. Mais tout est à refaire une seconde plus tard. Un tour plus tard, et cette fois, aucune erreur ne sera commise. Schwanz enchaîne parfaitement les chicanes tandis que René prend le large et perd ainsi 3 places. Maintenant, Kevin doit se méfier de Gardner. Les deux pilotes sont OK dans les chicanes. Mais un rapide coup d'œil de Schwanz sur Gardner lui indique qu'il n'est pas à l'abri. Wayne passe à l'aspi et prend la tête de la course pour la première fois. La bataille pour la victoire est engagée entre le pilote de la Honda Rothman et son rival équipé de la Suzuki Pepsi. Schwanz revient et a l'opportunité de reprendre la tête. Mais Gardner ne va pas être facile à déposer. Encore une fois, Gardner essaye la vieille tactique de l'aspiration, mais ça ne marche pas, et il devra pour l'instant rester second. Les deux pilotes semblent se compléter, avec un Gardner plus fort sur certaines parties du circuit, et Schwanz s'appropriant les autres. Les chicanes de nouveau, et Gardner est devant cette fois-ci. Ce duo semble jouer au chat et à la souris. Schwanz tente l'extérieur, mais ça ne passe pas. Il essaye de nouveau, mais Gardner s'accroche à la mince avance qu'il possède. La Suzuki essaie de se rapprocher suffisamment pour prendre l'aspiration de la Honda, alors que toute l'équipe, inquiète, attend le dénouement dans les stands. Même le pourtant d'habitude impénétrable Herve Kanemoto semble être nerveux. Schwanz semble faire le trou. Mais alors qu'il revient sur les attardés, Gardner fait soudainement sa réapparition. C'est le dernier tour et Gardner craque. Il se sort en passant à travers la pelouse du circuit et permet ainsi à Schwanz de remporter sa première victoire en Grand Prix 500. Gardner ne peut que revenir sur la piste et se contenter de la seconde place, alors que Schwanz fait sa première démonstration de ses maintenant célèbres pitreries de vainqueur. Wayne Rainey, vous avez couru en championnat du monde dans les années 90, mais revenons aux années 80. Quelle course en particulier parmi toutes les courses auxquelles vous avez participé reste en votre mémoire? Eh bien, j'ai couru dans pas mal de courses dans les années 80. Mais celle qui reste gravée serait celle des Superbikes en 83 aux États-Unis. Puis ma victoire en Grand Prix en 88 au Grand Prix d'Angleterre. Ça fut ma première victoire en Grand Prix. Mais s'il y en a une dont je me souviens, c'est bien le Grand Prix 500 à Hockenheim en 89. Lorsque j'ai dépassé celui qui allait devenir plus tard mon coéquipier, Eddie Lawson, au tout dernier tour. La seule fois où nous avons mené sur ce circuit, et j'étais vraiment ému après la course. Nous sommes à la mi-saison et Wayne Rainey chasse le moindre point afin d'empocher le titre de champion à la fin de la saison 89. Lorsque les pilotes s'alignent au départ d'Hockenheim, il possède 10 points d'avance sur Lawson, qui a rejoint l'équipe Honda Rothmans. Et ce sont Rainey et Kevin Schwanz sur la Suzuki qui réussissent à prendre la tête dès le premier virage et partent dans le paquet à travers la forêt. Lawson pousse sa Honda Rothman à la seconde place alors que la meute approche de la partie sinueuse pour la première fois. Et il réussit à prendre Rainey au freinage. En un rien de temps, la bataille se transforme en une bagarre à 3, avec Lawson qui mène devant Rainey et Schwanz, soit Honda, Yamaha et Suzuki. Les Californiens Lawson et Rainey commencent à prendre le large sur le Texan en 3e position.
La bataille se déroule maintenant à deux. René ne lâche pas Lawson, guettant la moindre erreur de l'homme en tête afin de pouvoir en profiter immédiatement si l'occasion se présente. Mais tout à coup, voilà Schwanz qui réapparaît. Ouvrez bien l'œil pour assister à une des rares erreurs de Lawson qui est en tête dans la partie sinueuse mais rate une vitesse, ce qui le relègue en 3e position. René n'en croit pas ses yeux. Jamais il n'aurait pensé se retrouver à cette place, une place qu'il va perdre aussi vite qu'il l'a gagnée. Lawson, René et Schwanz ont tous les trois une chance de gagner et d'empocher le titre mondial. René à l'attaque, mais sa glisse n'est rien comparée à celle du Texan. Lawson s'accroche toujours en tête, mais René est prêt à bondir au moindre signe de faiblesse. Soudain, Schwanz jette un œil à son moteur, a un problème mécanique. Il perd du terrain et une inquiétante fumée bleue sortant des échappements met un terme à la course de la Suzuki. La course de la Suzuki étant terminée, le combat se continuera à 2 pilotes. René suce littéralement la roue arrière de Lawson tout au long de ce très rapide circuit d'Hockenheim. Mais il a beau tout tenter, la Yamaha Lucky Strike du Team Roberts semble inaccessible. Mais Lawson serait stupide de croire que René va baisser les bras à ce moment de la course. De nouveau dans la forêt pour ce dernier tour, et Lawson mène toujours devant René. On aborde la chicane et ils se donnent à fond tous les deux, désirant passer ou rester en tête quoi qu'il en coûte. On se rapproche du stadium. La partie décisive du circuit est dans un dernier effort surhumain. René se relève et réussit à freiner 1/10 de seconde plus tard que son rival et passe en tête pour la première fois de la course. Encore 2 virages à franchir. Regardez cette impressionnante glissade de René. Lawson se rapproche, ils sont tous les deux roue dans roue. Et René s'accroche jusqu'au drapeau à damier pour remporter sa plus grande victoire. Et c'est le même René qui débutera la décennie des années 90 en remportant son premier titre mondial. Son adversaire Eddie Lawson fête sous les hurrahs du public son titre, le 4e titre mondial d'un homme qui aura marqué les années 80. Désormais, c'est John Kosinski qui termine en fanfare ces années 80 et apparaît comme le pilote à suivre des années 90. Et voici l'homme par qui tout a commencé en remportant le premier titre mondial en 500 des années 80. Il peut aujourd'hui constater son influence à l'aube des années 90. Et il y aura encore bien d'autres courses qu'il pourra regarder avec une fierté légitime.